Nicole Nesotto, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Musée des Arts et Métiers, donc du Conservatoire national des Arts et Métiers, des lieux que vous connaissez bien, puisque vous êtes professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers, titulaire de la chaire Europe. Alors l'Europe et ses institutions sont au cœur de votre parcours professionnel, et je vais citer sans être exclusif la direction de l'Institut d'études et de sécurité de l'Union européenne, ou encore votre participation au conseil d'administration du think tank Notre Europe. Alors vous avez également publié de nombreux ouvrages consacrés à l'Europe et à sa sécurité, et votre dernier opus, L'Europe indispensable, a été publié en 2019 aux éditions CNRS. Nicole Nesotto, je vous remercie d'avoir bien voulu intervenir au profit de ce cours en ligne et d'y aborder le thème de l'Europe, de ses ambitions politico-militaires et des défis stratégiques auxquels elle doit faire face. Alors peut-être, avant de rentrer dans le cœur du sujet, peut-être une clarification de concept. On évoque parfois de façon indifférenciée défense de l'Europe, défense européenne, Europe de la défense. Alors s'agit-il de concepts interchangeables ou de notions à différencier, et quelles sont finalement les visions qui seraient portées par ces concepts? Alors, toutes ces formules que vous avez citées sont des inventions françaises. Nos partenaires européens parlent du sigle officiel qui est PSDC, politique de sécurité et de défense commune. European Defence, ça n'existe pas. Europe de la défense est intraduisible, etc., etc. Donc, d'abord, cette remarque pour dire à quel point la question de l'Europe de la défense est portée par la France. C'est autant une histoire de la construction européenne qu'une histoire des ambitions françaises. Et donc, le sigle officiel, c'est celui-ci, PSDC. Alors, pour autant, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut faire attention aux mots. L'Europe de la défense, telle qu'on l'entend en France, ça n'est certainement pas la défense de l'Europe. Autrement dit, c'est même tout sauf la défense de l'Europe. C'est essentiellement une politique européenne de gestion de crise des autres. Donc une politique d'intervention européenne à l'extérieur de l'Union, pour stabiliser des pays en crise dans la périphérie de l'Union européenne. Donc c'est vraiment une politique d'intervention extérieure. Ce n'est pas du tout une politique de défense du territoire et des citoyens de l'Union, c'est-à-dire ceux qui relèvent traditionnellement de ce qu'on appelle la défense. Parce qu'il y a un consensus entre les 27, France comprise, pour dire que la défense de l'Europe au sens du respect de l'article 5, c'est-à-dire quand quelqu'un est attaqué, tout le monde va lui porter secours militairement et autres, cette défense-là, c'est du ressort de l'OTAN. Même la France reconnaît cette définition et donc ce partage des tâches. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la défense européenne ou l'Europe de la défense, c'est encore une fois tout sauf de la défense, c'est une politique d'intervention extérieure. Alors, malgré tout, le traité de Lisbonne a inclus une clause d'assistance mutuelle qui dit que si un État européen est attaqué, les autres lui portent secours par les moyens en leur pouvoir, y compris militaires, mais un deuxième paragraphe dans cette clause dit tout de suite que, malgré tout, le cadre essentiel de la mise en œuvre de la politique de défense des États membres, c'est l'Alliance Atlantique et que la défense européenne ne fait pas concurrence à l'Alliance Atlantique. Donc c'est très clair en fait. La défense de l'Europe, c'est l'OTAN. L'Europe de la défense, c'est l'extérieur du territoire, c'est la gestion des crises des autres. Alors, merci pour cette première clarification. Et puis, vous avez abordé donc l'aspect institutionnel, et j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on poursuive sur ce volet-là. J'allais dire, où en sommes-nous donc aujourd'hui sur le plan juridique, sur le plan institutionnel? De quels outils, finalement, l'Europe s'est-elle dotée en termes d'organisation, peut-être en termes d'articulation entre le politique et le militaire, en termes de capacité, en termes de financement également, pour mener une politique de sécurité autonome? Alors, autonome, non. Là, vous extrapolez peut-être sur les débats actuels. Mais en fait, quand on regarde les progrès de la défense européenne depuis 1999, parce que la date officielle de naissance, c'est le Conseil européen de juin 1999 sous présidence allemande. Donc ça, c'est la date de naissance. Quand on regarde tous les progrès accomplis donc depuis 20 ans,
à peu près. En fait, l'Union européenne dispose pratiquement de tous les instruments. Si aujourd'hui on peut être critique sur l'Europe de la défense en disant qu'elle n'existe pas trop, qu'elle ne fait pas grand-chose, ça n'est certainement pas à cause d'une carence institutionnelle ou d'une carence dans les instruments de la défense européenne. Parce qu'en fait, on a tout construit à partir de zéro. En 1999, il n'y avait pas un seul officier supérieur dans les ascenseurs de Bruxelles. Maintenant, il y en a plus de 300, des officiers généraux. Donc, on a tout construit. On a construit, alors rapidement, parce que ça oui, vous pouvez le trouver facilement dans les livres, mais il y a évidemment un organe de décision politique qui est le COPS, une série d'ambassadeurs sur les questions de sécurité et de défense qui sont différents des 27 ambassadeurs à l'Union et différents des 27 ambassadeurs à l'OTAN aussi, pour la plupart. Donc ça, c'est l'instance de décision intergouvernementale entre les États membres. Deuxièmement, on a construit des institutions politico-militaires. Donc il y a un embryon d'état-major européen, il y a un comité militaire qui sont à Bruxelles les représentants des chefs d'état-major des 27... Enfin non, le Danemark ne fait pas partie de la défense européenne, donc des représentants des États membres. Il y a un mini-service de renseignement, on pourrait dire, qui mutualise très très peu, mais quand même essaye de faire du partage de renseignements essentiellement fournis par les grands pays d'ailleurs. Il y a une agence de lecture des informations satellitaires en Espagne, à Torreón. Il y a à Paris un institut d'études de sécurité de l'Union européenne que j'ai eu l'honneur de créer et de diriger pendant 7 ans. J'en oublie certainement. Et il y a enfin l'Agence européenne de l'armement, qui est la dernière née des institutions en matière de défense, qui, elle, voit les choses très très en amont, c'est-à-dire l'idée est de déceler entre les programmes d'armement des différents pays des opportunités de coopération pour les armées futures. Donc on a absolument tout ce qu'il faut, les moyens de décider, les moyens financiers également, alors. Et les moyens financiers. D'abord on a les moyens opérationnels, enfin entre guillemets, puisque logiquement, toutes les armées devraient pouvoir concourir à la défense européenne, mais ce que les États membres ont décidé, c'est 2 choses, par le haut et par le bas. Par le haut, la constitution d'un corps européen de 100 000 hommes, alors qu'il n'existe pas dans les faits. On ne peut pas le voir manœuvrer à Bruxelles, par exemple. Mais il existe un état-major du corps européen. Et puis par le bas, des toutes petites unités de 1500 hommes qu'on appelle les battle groups, les groupes de combat, qui sont censés arriver très vite dans une situation de crise, faire le coup de poing en attendant que les forces de l'ONU arrivent, qui n'ont jamais été utilisées. Mais quand même, on a les 2 grands instruments, le corps qui peut rester très longtemps, pendant 1 an, sur une théâtre de crise, et le groupe de combat qui arrive, qui fait le coup de poing, qui s'en va en attendant que le corps ou d'autres forces arrivent. Donc ça existe. On a des forces civiles. Les États membres se sont engagés à mettre à disposition un potentiel de 4000 policiers, je crois, et juges à disposition des opérations de l'Union européenne. Donc tout ça existe. Et quant aux moyens financiers, eh ben là, on les a, puisque c'est essentiellement les moyens des États membres. Les opérations, alors c'est compliqué, il y a un double système. Les opérations militaires sont financées de 2 façons. Pour ce qui est des coûts communs, par exemple les téléphones cryptés pour tel déploiement de force. Pour ce qui est des coûts communs, il y a un mécanisme qui s'appelle Athena, qui est propre aux opérations militaires, dans laquelle tout le monde participe, même si le pays ne va pas en opération. Donc un pays qui reste à Bruxelles, il paye quand même les coûts communs. Et deuxièmement, pour l'opération elle-même, ne paye que les États qui participent à l'opération militaire sur leur budget national. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était quand même un peu absurde. J'aurais préféré un système où ceux qui ne participent pas militairement payent pour les autres. Autrement dit, soit on participe et on prend un risque de vie ou de mort, soit on ne participe pas et on finance, par solidarité, on finance l'opération des autres. Mais ce n'est pas ce qui a été choisi. Les pays qui partent en opération financent leurs troupes et tout le monde finance les coûts communs. Donc voilà, autrement dit, tout pratiquement repose sur les budgets nationaux. Le budget communautaire est hors défense européenne, ne sert strictement
pas à financer les opérations militaires. Ce budget, il sert pour la suite de l'opération militaire. Donc le budget communautaire peut être utilisé pour toutes les phases post-conflit, de reconstruction, de réconciliation, comment dit-on, le SSR, de sécurité, de réforme des secteurs de sécurité, et puis surtout pour l'aide au développement. Et c'est là où intervient le personnage clé de ce système quand même un peu alambiqué, qui est le haut représentant pour la politique étrangère et de défense, qui est aujourd'hui un Espagnol, Josep Borrell. Et donc l'idée qui est inscrite dans le traité de Lisbonne, c'est d'avoir un homme ou une femme, avant c'était une femme, qui a dans sa main les deux pouvoirs de l'Union européenne. Le pouvoir politique, puisqu'il représente les États membres, et donc il est le chef politique de l'opération, et le pouvoir financier, puisqu'il est en même temps vice-président de la Commission et qu'il peut solliciter les moyens financiers de la Commission, en particulier de l'aide humanitaire ou de l'aide au développement, en appui ou après la séquence proprement militaire. Voilà. Alors peut-être avant de passer au volet un peu plus politique, quelques mots peut-être aussi sur les initiatives, alors plus, j'allais dire, capacitaires, pour préparer l'avenir, que les Européens ont décidé assez récemment. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que l'Europe de la défense, elle a évolué de différentes façons. Il y a eu une première phase institutionnelle parce qu'il fallait tout créer de zéro. Ensuite, il y a eu une phase opérationnelle entre 2003, je dirais, et 2013, où on a commencé des interventions extérieures. Et je crois qu'aujourd'hui, on est au total à une trentaine d'opérations extérieures de l'Union, aussi bien militaires que civilo-militaires, dans pratiquement sur toute la planète, sauf sur le continent américain. Mais les Européens sont allés en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, dans les Balkans, et ils y sont toujours. Je crois qu'il reste aujourd'hui 11 opérations, 6 militaires et 5 civiles en cours, ce qui a mobilisé au total 20 000 soldats européens depuis 2003, depuis le début des interventions. Donc ça a été la deuxième phase, la partie strictement opérationnelle. Et puis, à partir de 2013, cet enthousiasme pour les interventions extérieures fléchit grandement, parce qu'on se demande un peu à quoi ça sert. Et donc, arrive la troisième phase, qui est essentiellement déclenché par le Brexit et l'élection de Donald Trump en 2016, c'est-à-dire tout d'un coup la prise de conscience que le monde change vraiment et qu'il faut être peut-être un peu plus sérieux sur la défense européenne. Et donc les États membres décident, sous l'initiative à l'époque du président de la Commission qui était Jean-Claude Juncker, de créer un fonds européen de défense, le fameux FED, dont on dit qu'au départ, dans le prochain budget, donc celui qui va commencer là en janvier, l'idée était que dans le prochain budget 2021-2027, il soit doté de 13 milliards d'euros. Donc ça, c'était le projet de Juncker qui a été accepté par tout le monde, le Fonds européen de défense. Et donc on passe à une troisième phase qui est moins opérationnelle que capacitaire de long terme. L'idée, c'est de financer la recherche et développement militaire et de faciliter ce que faisait déjà l'Agence européenne de l'armement, mais là de le faire avec de l'argent et non pas sans rien, puisque les Britanniques, j'aurais dû le dire, ont mis un veto pendant 5 ans sur le budget de l'Agence européenne de la défense. Maintenant qu'ils sont partis, effectivement, Juncker a pu proposer 13 milliards. Donc ça, c'était la troisième étape censée booster, relancer la défense européenne. Et on en était là pratiquement jusqu'aux élections de 2019 et l'apparition du Covid, de la pandémie, en 2020. Alors je ne sais pas si je continue ou si vous allez... On va peut-être y revenir, en effet. Donc, au travers du tour d'horizon que vous nous avez brossé, on se rend compte donc que l'outil existe, et que peut-être ce qui pose davantage problème, c'est la volonté d'utiliser cet outil. Donc cette ambition d'Europe puissance, entre guillemets, résiliente, capable de défendre ses intérêts stratégiques, elle paraît plus incertaine donc, sur les plans politiques, voire opérationnels. Alors certains analystes notent un écartèlement stratégique entre alliés, entre ceux qui
qui restent, j'allais dire, fixés sur la menace russe et donc sur le bouclier atlantique, sur l'OTAN, puis ceux qui se préoccupent davantage des menaces sur le flanc sud, dont la France. Et tout ça sur un fond sur fond de tropisme asiatique des États-Unis, que l'arrivée d'une nouvelle administration aux affaires ne va pas changer a priori. Et puis sur le terrain, alors opérationnellement parlant, l'Europe semble un peu absente dès lors qu'il s'agit de payer le prix du sang. Oui, alors moi je ne dirais pas ça. Mais bon, on va y revenir. Mais là où vous avez raison, c'est que le problème n'est pas un problème technique, ni institutionnel, ni même capacitaire. Le problème de la défense européenne, c'est que tous les États ne sont pas d'accord pour aller très loin dans cette politique. Et vous avez effectivement, moi je dirais, pour simplifier, deux clans. Le premier majoritaire, qui pendant très longtemps a été porté par les Britanniques, mais maintenant que les Britanniques sont partis, reste quand même majoritaire, parce que vous trouvez dedans les Néerlandais, les Danois, les Suédois, les Allemands, les Italiens, les Portugais, enfin une majorité de pays membres. Pour tous ces pays, l'Europe de la défense, ça peut être utile pour faire des choses complémentaires à l'OTAN, en particulier quand les Américains ne veulent pas s'occuper d'une crise, par exemple comme le Mali, mais c'est absolument dangereux, donc inutile et interdit, dès lors que la défense européenne irait tellement loin qu'elle pourrait concurrencer l'Alliance Atlantique. Donc ça, pour ces pays-là, la vision est très claire. La défense de l'Europe, c'est l'OTAN. La défense européenne, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça aille trop loin pour ne pas concurrencer l'OTAN. Et tout vaut mieux qu'une crise avec les États-Unis d'Amérique. De l'autre côté, vous avez des pays qui pensent, portés par la France, que l'OTAN c'est effectivement formidable, en particulier en cas de guerre mondiale ou de crise absolument majeure avec la Russie, mais que ça n'empêche pas que les Européens devraient construire petit à petit une plus grande souveraineté stratégique, une plus grande autonomie, avoir leur propre commandement, leur propre capacité de déploiement extérieur, etc., etc. Et ces pays ont une vision de la défense qui est beaucoup plus politique que strictement militaire, qui repose sur l'idée qu'il faut une Europe dans le monde qui soit une puissance politique, pas forcément une superpuissance avec des tonnes de missiles ou je ne sais quoi, mais une puissance politique dont la vie compte et qui soit capable d'influencer l'évolution des crises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe paye pour la gestion des crises, mais elle n'est jamais, pratiquement jamais à la table de négociation, à une exception près qui est l'Iran. Mais donc, je reviens à ces deux camps. Disons, il y a les atlantistes et les pro-européens. Et je dois dire que dans les camps français, on n'est pas nombreux. À part la France, il y a la France. Il y a la France et la France. Et puis, il y a la Belgique, l'Allemagne, qui est dans les deux camps, parce que c'est la tradition allemande, et l'Italie aussi, de temps en temps, dans les deux camps, et l'Espagne. Mais on est beaucoup, beaucoup moins nombreux, en particulier tous les nouveaux pays d'Europe centrale et orientale sont sur une ligne atlantique. Et donc ce clivage-là, autant Europe, il recoupe le clivage dont vous parliez, qui est réel, mais qui, à mon avis, est moins clivant, moins structurant, qui est le clivage entre les pays du Nord qui regardent la Russie et les pays du Sud qui regardent plutôt la Méditerranée et le Moyen-Orient. Donc c'est cette divergence politique essentielle qui fait que l'Europe de la défense avance tout en piétinant, c'est-à-dire avance très très peu et qu'on n'arrive pas à convaincre nos partenaires européens que l'évolution du monde est telle, l'évolution de l'Amérique est telle, même si maintenant Joe Biden a gagné les élections et apparaît comme un président américain plus traditionnel, que ces évolutions sont telles qu'elles exigent que l'Europe arrête de se comporter comme si on était encore aux années 60. Oui. Alors, vous avez parlé, pour rebondir sur ce que vous dites, vous avez parlé tout à l'heure de la crise sanitaire. Et finalement, cette crise sanitaire, elle a montré, ou elle montre en tout cas, que l'Europe sait se mobiliser pour mettre en place un plan de relance face aux répercussions sociales et économiques des conséquences donc, de cette crise. Et donc, je m'interrogeais sur la possibilité de dépasser le clivage dont vous parliez
au travers d'une approche peut-être plus globale de l'idée de défense et d'autonomie stratégique de l'Europe. Alors, on a des outils de hard power, vous nous en avez parlé, il va falloir peut-être les développer encore. On a évidemment, l'Union européenne a cette particularité du soft power, et notamment sur le plan environnemental, cette diplomatie environnementale. Est-ce que l'Europe de la défense, finalement, dans une acception plus large, ça passe pas également par une moindre dépendance technologique, notamment sur le numérique? Est-ce que ça passe pas également par une moindre dépendance commerciale via les règles ou le resserrement des règles qui régissent le marché intérieur? Et certains analystes disent si l'Europe n'agit pas dans ce sens-là, elle va devenir soit une colonie numérique, soit elle va devenir la variable d'ajustement d'une possible guerre froide 2.0 entre les États-Unis et la Chine. Et je dirais en contrepoint, il y a quand même, j'ai noté une récente analyse de Charles Michel qui déclarait que finalement l'Europe est grande, mais elle ne le sait pas encore. Oui, ça fait longtemps qu'on attend que l'Europe sache exactement ce qu'elle est. Oui, le Covid peut... En fait, le Covid agit dans les deux sens. D'un côté, il pousse, je crois, à une espèce de réveil stratégique des Européens, parce que ce dont on s'est rendu compte dans cette crise, c'est que l'interdépendance, qui est le propre de la mondialisation économique, que cette interdépendance absolue est dangereuse. On s'est rendu compte, le public s'est rendu compte que 99% des matières nécessaires pour fabriquer le Doliprane, par exemple, sont faites en Chine. Et que donc, à cause du commerce, on devient dépendant de celui qui est considéré comme notre futur adversaire stratégique. Donc ça, c'est la première prise de conscience que peut-être il faut nuancer l'interdépendance économique. Autrement dit, moi, la formule que j'utilise, c'est remettre de la politique dans le marché. L'interdépendance du marché, c'est formidable, jusqu'à un point où l'interdépendance économique crée une dépendance grave géostratégique, géopolitique. Donc ça, les Européens, je crois, en ont pris conscience et c'est une bonne chose. Le deuxième aspect positif de la crise du Covid, c'est que, en particulier au début de la crise, dans les 2 premiers mois, on a eu le sentiment que les Européens existaient comme identité dans le monde. Parce que d'un côté, on avait la Chine qui montait, qui essayait de faire une diplomatie à la fois de séduction et de coercition très forte sur les Européens, et qui a développé un modèle autoritaire très très sévère pour vaincre ce virus. Et puis de l'autre côté, on avait les Américains qui ne nous aidaient pas, qui ont essayé de faire une OPA sur l'industrie pharmaceutique allemande, qui volaient les masques sur les tarmacs des aéroports. Bon. Et donc tout cela a créé, de la part des Européens, le sentiment qu'on n'était ni des Chinois ni des Américains. Donc je crois que c'est bien quand on a le sentiment d'une identité spécifique. Ça ne veut pas dire qu'on est ennemi des Américains, mais qu'on est différent. Donc ça, c'est les éléments positifs. Et le troisième élément positif, c'est que tout d'un coup, les institutions européennes, donc la Commission elle-même, Madame von der Leyen a compris que, et c'était sa formule, il faut que l'Europe devienne géopolitique. Alors personne ne sait ce qu'elle met derrière, mais en tout cas a compris effectivement que les rapports de force n'avaient pas disparu dans une immense mondialisation bienveillante. Le côté négatif, malgré tout, et donc, pardon, on aurait pu penser qu'avec ces 3 éléments, l'Europe de la défense allait de nouveau être reboostée et qu'après la proposition du Fonds européen de défense, on allait voir ce qu'on allait voir, une montée en puissance de l'autonomie stratégique des Européens. En fait, ça n'est pas le cas, loin s'en faut. Parce qu'il y a 3 aussi effets négatifs, je crois, de l'affaire du Covid. Alors, même si ce n'est pas uniquement le Covid, le premier élément négatif, en tout cas de cette période, 2019-2020, c'est paradoxalement, parce que je n'ai aucune critique contre eux, mais la poussée des Verts au Parlement européen aux élections de juin 19. Les Verts sont par définition soit antimilitaristes en France, soit en Allemagne très atlantistes. Très, très atlantiste. Et donc, quand on ajoute cette poussée des Verts qui n'aiment pas trop la défense, parce qu'on ne peut pas dire, malgré tout l'effort d'imagination qu'on pourra faire, on ne pourra jamais inventer une défense verte.
Ça, je ne vois pas comment on pourrait faire. Plus le Covid qui a tout d'un coup obligé les gouvernements, le Parlement à mettre pratiquement 100% des budgets sur la récession économique et la crise sociale liée à la pandémie, eh bien, a fait que dans les discours, enfin, dans les décisions au Parlement européen pour le budget des 7 ans à venir, le budget de la défense, du Fonds européen de défense, a été pratiquement divisé par 2. En fait, il n'y aura pas 13, il y aura 7 milliards, ce qui est déjà beaucoup moins intéressant. Donc ça, c'est un élément négatif. Le deuxième élément négatif, c'est qu'aujourd'hui, avec le Covid, dont on ne sait pas quand est-ce que la Covid, comme il faut dire, dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va partir, aucun gouvernement n'a comme priorité la défense. La priorité, c'est la sécurité sanitaire, la sécurité économique, la sécurité sociale, et donc toutes les grandes idées d'Europe stratégique, etc. Oui, alors ça c'est mon troisième point, mais en tout cas, ça remet un peu au calendrier grec les débats sur l'Europe stratégique, et en particulier, ça remet au calendrier grec une idée qui avait été adoptée pourtant en 2018, c'était d'avoir une très grande conférence sur l'avenir de l'Europe. Qu'enfin les Européens se mettent ensemble et décident qu'est-ce que c'est que cette Europe en 2020, 2030, 2040. Mais tout ça est repoussé à cause du Covid. Et donc le troisième effet négatif, c'est que on est passé d'une revendication essentiellement française à d'une souveraineté stratégique à une revendication un peu plus globale, d'une souveraineté plus globale, en particulier sur les matières premières comme les médicaments, sur les terres rares qui sont une matière première pour fabriquer les téléphones portables. Or, 99% là aussi sont possédés par la Chine. Donc si la Chine décidait de ne plus nous en vendre, on n'aurait plus de portable. C'est aussi simple que ça. Donc la notion de souveraineté s'est élargie profondément, ce qui est une très bonne chose. Et j'aurais dû le mettre dans la partie positive, mais je le mets dans la partie négative. Pourquoi ? Parce que à force de dire que la souveraineté doit être globale, économique, technologique, numérique, ce qui est la palissade, mais on en est loin, on en est vraiment loin. Aujourd'hui, l'Europe est prise entre deux feux, les Chinois qui nous disent « vous achetez Huawei, sinon je vous ferme mon marché », et les Américains qui nous disaient « si vous achetez Huawei, je ne vous défends plus ». Donc, mais cette souveraineté, plus elle devient globale, moins elle devient précise. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est qu'on a effectivement l'idée que l'Europe doit être souveraine, qu'il faut un peu corriger la mondialisation à la marge, en particulier re-régionaliser la mondialisation, mais du coup, l'idée que le fondement stratégique de tout ça, c'est-à-dire défendre ses intérêts dans le monde, y compris s'il le faut avec la force militaire, tout ça est un peu passé en arrière de la main. Donc on a une Europe qui est effectivement peut-être plus consciente de la nécessité d'être souveraine, mais moins attachée à un agenda précis. Et arrive le dernier élément, à mon sens négatif, même si je suis très contente de la victoire de Joe Biden. Mais malgré tout, Joe Biden n'est pas une bonne nouvelle pour l'autonomie européenne et pour la souveraineté européenne. Pourquoi ? Parce que les Européens, en particulier ceux du premier clan, les otaniens atlantistes purs et durs, sont trop contents d'espérer qu'avec Joe Biden, toutes ces élucubrations françaises, tous ces rêves français d'Europe de la défense vont être un peu mis de côté et qu'on va revenir au bon temps de la défense atlantique où on était tous ensemble derrière le leader américain, c'était lui qui gérait le monde, c'était lui qui décidait pour nous, etc., etc. Et donc on a aujourd'hui un recul politique, je crois, d'une bonne partie des Européens, en particulier en Allemagne. On a vu qu'il y avait une divergence entre Mme Merkel et sa ministre de la Défense, Mme Akaka. Et donc on peut craindre un débat à venir où le débat sur la défense européenne serait c'est plus la peine d'en faire, faisons l'alliance avec les Européens dedans, donc un retour au débat des années 90 sur le pilier européen de l'OTAN. Bon, pourquoi pas, c'est toujours mieux que rien que l'Europe existe dans l'OTAN, mais il serait mieux quand même qu'elle existe de façon autonome, y compris aussi à l'extérieur de l'OTAN. Et je crois que l'élection de Joe Biden, à ce niveau-là, va éteindre
ou en tout cas étouffé les débuts de relance européenne que l'élection de Donald Trump avait suscité. Et ce n'est pas une bonne chose. Les Européens, je crois, vont être à la fois déçus et peut-être trompés par leur extraordinaire croyance que plus ça change, plus c'est la même chose. C'est-à-dire, on est dans un monde où tout change tout le temps, tous les 6 mois, il se passe quelque chose dans le monde qui change le monde. Et les Européens veulent croire que la seule chose qui ne changera pas, c'est l'OTAN. C'est-à-dire qu'en 2800, on sera encore, l'Europe et l'Alliance, dans une OTAN revigorée. Et ça, je crois que ça n'est pas réaliste. Donc le chantier est encore largement ouvert. Le chantier, il est ouvert, mais il y a quelques briques qu'on avait commencé à monter sur ce chantier et qui sont en train de s'effondrer. Donc il faut avoir patience et détermination plus que force et courage. Bien, c'est sur cette dernière expression que nous terminerons cet entretien pour lequel je tiens à vous remercier. Merci donc pour ces éclairages complets que vous nous avez donnés sur l'Europe aujourd'hui, sur ses ambitions politico-militaires, sur les défis stratégiques auxquels elle doit faire face. Et ça sera une transition parfaite pour les cours des semaines 3 et 4 du cours en ligne qui sont dédiés à la scène stratégique internationale, à la fois les forces profondes qui la structurent et les acteurs stratégiques qui y agissent. Merci Nicolas. Merci à vous.